Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Le prix Goncourt est tombé avant-hier et maintenant vous savez ce que vous allez offrir à Noël. On va s'intéresser à ce secteur de l'édition, comprendre comment les prix pèsent sur ce secteur en compagnie d'un éditeur, Laurent Beccaria. Bonjour. Vous êtes directeur des arènes et de l'Iconoclaste. L'Iconoclaste, c'est donc la maison d'édition qui a publié Jean-Baptiste Andréa, qui a donc obtenu le prix Goncourt avec Veiller sur elle. À côté de vous, Raphaël Léris. Bonjour, Bonjour Raphaël. Guillaume. Vous êtes journaliste au Monde des Livres et vous allez avoir une lourde tâche, Raphaël, puisque je vais vous demander de nous parler donc de ce prix Goncourt et puis peut-être aussi des 3 autres livres qui étaient en lice pour l'obtention de ce prix. Alors je parle sous le contrôle de Laurent Voilà, Beccaria. c'est ça qui est un peu C'est terrible intimidant. comme un terreau. Donc Veiller sur elle est le 4e roman de Jean-Baptiste Andréa qui arrive en littérature en 2017 avec la création d'ailleurs de l'Iconoclaste, enfin de l'Iconoclaste littérature. Et c'est un grand roman d'imagination qui s'étire sur près de 80 ans et qui retrace un amour fou d'un homme pour une femme, un amour platonique, un amour qui se nourrit d'art, qui tourne beaucoup le livre autour de la figure d'une Pietà. C'est un grand roman d'imagination, un grand roman classique, qui ne prétend pas à l'avant-garde de l'écriture. C'est un beau roman Goncourt qui a été célébré. Voilà, les trois autres concurrents. Il y avait Triste Tigre de Neige Sino, publié chez POL. Triste Tigre, c'est un peu la révélation de la rentrée. C'est le 3e texte de Neige Sino. C'est un livre autour de l'inceste que lui a infligé son beau-père quand elle était enfant, puis adolescente. C'est un texte d'une puissance et d'une intelligence assez rare. Un très très beau livre qui a eu le Fémina lundi. Et alors, lorsqu'on a le féminin, généralement, on n'a pas le Goncourt. Alors, je suis pas complètement goncourologue. Néanmoins, je sais qu'il y a un précédent, peut-être. Il y a un précédent de prix de livres qui avait déjà eu un prix antérieurement, comme le Fémina, avant d'avoir le Goncourt. Mais enfin, généralement l'un on exclut évite. l'autre. C'est une mauvaise manière à faire au libraire, en fait, Voilà. de donner. Je crois que c'est le testament. C'est Mike Keane qui avait eu le prix de l'Académie française juste avant. Voilà. Et qui avait obtenu malgré tout le prix Goncourt. Voilà. Donc ça, c'était le 2e livre. 3e livre, il y avait un ouvrage d'Éric Reinhardt. Voilà, Sarah Suzanne et l'écrivain, qui était un texte enchâssé, un texte gigogne, autour d'une femme qui se confie à un écrivain, lequel écrivain reçoit ses confidences et en retour lui dit ce qu'il en ferait d'un personnage, Suzanne, s'il plaquait sur elle la vie de Sarah, mais aussi s'il s'autorisait l'imaginaire autour. Donc ça, c'est un texte très joueur, en même temps assez tragique, puisque la vie de cette femme est assez chargée en émotions douloureuses. Voilà, donc ça c'était Sarah Suzanne et l'écrivain chez Gallimard. Et puis enfin, 4e concurrent. Et 4e concurrent, Humus de Gaspard Koenig à l'Observatoire, qui est une fable écologiste, et je l'avoue, je ne l'ai pas lu, donc je vais m'arrêter là. Laurent Beccaria, donc c'est à la fois, j'imagine, une joie d'avoir donc ce prix Goncourt pour Jean-Baptiste Andréa Veiller sur elle. C'est aussi une forme de tristesse, j'imagine, puisque l'Iconoclaste, c'est la maison d'édition qu'avait fondée votre femme, Sophie de Sivry, qui est décédée. Je ne sais pas, j'aimerais avoir votre sentiment. Je ne sais pas trop comment vous poser cette question. C'est-à-dire qu'il y avait une incroyable joie collective de toute une maison, parce que c'est 70 personnes qui œuvrent quotidiennement pour les maisons d'édition, et donc elles étaient toutes rassemblées. Il y en a même qui sont arrivés dans le train de l'après-midi, etc., pour se retrouver. Il y a tous les auteurs et les autrices de la maison qui se sentaient aussi pris dans cette histoire. Donc il y a cette joie collective, et puis c'était une tristesse personnelle, une cruauté. C'était très cruel de vivre cette belle nouvelle, alors que Sophie n'est plus là. Et puis avec le fil de la journée, la joie a irradié tout, et nous a tous irradiés, parce que c'est une espèce de joie pure. Et alors donc c'est Sophie de Sivry, votre épouse, qui avait travaillé sur ce livre. Vous n'avez pas eu à travailler Non, dessus. En fait, Sophie, on était 2 maisons, on était ensemble associés pour l'ensemble du groupe, mais chacun avait son espace. Mais moi, j'étais associé à sa première lecture, parce qu'on était en voyage au Japon, et elle avait pris le manuscrit, et je me rappelle, elle faisait des bonds sur sa chaise, et elle m'en lisait des extraits. Elle me dit, regarde comme c'est formidable et tout. Et il faut absolument que j'appelle, mais en fait, avec le décalage horaire, il était 3h du
du matin en France, ou 4 heures, je sais plus. Donc je l'ai empêché d'appeler, elle était fébrile jusqu'à 8 heures, parce qu'elle dit quelqu'un d'autre va le prendre. Et en fait, il avait déjà essuyé 10 refus de maison d'édition, je crois une dizaine. Pourquoi? Et, Vous savez pourquoi? parce que, vous savez, un texte, c'est une rencontre entre une personne et un texte, enfin un livre, c'est une rencontre entre une personne et un texte, et c'est un moment magique, c'est quelque chose de... Et ça se prend ou ça prend pas. D'ailleurs, vous, en tant que lecteur, vous avez cette expérience. Bien sûr. Il y a des livres formidables dont tout le monde vous parle, qui sont des classiques. Vous n'arrivez pas à passer 20 pages. Et puis d'autres, c'est vos livres fétiches, mais voilà. Mais un éditeur, c'est pareil. Et alors, elle a beaucoup retravaillé avec Non, elle a Jean-Baptiste beaucoup André. parlé avec lui, parce que c'est pas un auteur qui travaille, qui travaille avec son éditeur. Attention, hein. Il travaille énormément les textes, mais justement, ils arrivent très construits, donc ils ont des discussions. Mais c'était un peu son auteur, c'était l'auteur c'est le premier roman de l'iconoclaste, en tout cas de romancier pur. Et après, il a grandi avec la maison, et la maison a grandi avec elle. Parce que en fait, Sophie était déjà une femme d'expérience. Elle avait plus de 50 ans quand elle s'est lancée en littérature. Et ce qui était merveilleux chez elle, c'est que c'était une jeune éditrice de 60 ans, parce qu'elle avait une espèce d'énergie et de fougue de quelqu'un qui débute, mais en même temps avec de l'expérience. Laurent Beccaria, est-ce qu'on peut se dire, en tenant donc un roman, on a le prix Goncourt de l'an prochain? Non. Alors, c'est très étonnant, c'est les autres qui vous le disent. C'est-à-dire qu'on savait qu'on avait un texte qui était formidable. Je me rappelle les réunions de représentants. Sophie était malade, donc je l'avais assuré. Et il y a une représentante qui a dit, ça c'est un Goncourt. Tout le monde riait, parce que vous avez une maison comme nous, Goncourt, c'est le Graal. Et puis après on a dit, mais peut-être un prix. Et on a appris durant l'été qu'il allait avoir le prix du roman Fnac. Puis on a eu des retours Ce qui est important, parce que c'est qui est un très prix des important. lecteurs Et des libraires. Vous avez en fait, dans les prix, vous avez 5 grands prix d'automne, et puis vous avez 5 prix assez importants de libraires et de lecteurs, dont le prix du livre inter, le prix Fnac, le prix RTL Lire. Et oui, et justement, Raphaël Léris, l'une des caractéristiques de ce livre, c'est qu'il avait déjà été largement vendu avant d'obtenir le prix Goncourt, ce qui est un signe que le grand public l'appréciait. Ce qui est un signe que le grand public l'appréciait, et c'est ce qui est aussi un signe, je pense, qui a un petit peu intéressé les Goncourt, les jurés. Enfin, ça n'est pas aller contre la... Laurent Beccaria fait des mouvements. Ça n'est pas démentir la force du texte. Dans l'histoire du prix, en fait, il est assez rare qu'un livre qui est déjà un succès soit couronné. Non, mais il y a toujours un mouvement. Quand vous regardez, en fait, on a des espèces de chiffres qui sont des sorties de caisse, GFK, et sur les 15 dernières années, il n'y avait qu'un livre qui était déjà à plus de 40 000 exemplaires déjà vendus, qui a eu le prix Goncourt, c'est le livre de Jean-Paul Dubois. Les autres étaient entre 6 000 et 15 000, vous voyez. Donc en fait, c'est vraiment un effet. C'était assez rare, au contraire, c'est même, ça va contre, et pour les avoir parlé aux membres du jury après, ça a été un des éléments qui était contre le livre, c'était de dire il n'a pas besoin de nous. Alors, Laurent Beccaria, et on murmure aussi, et je me tourne vers Raphaël Léris, que les 2 derniers Goncourt n'ont peut-être pas obtenu les ventes escomptées, et c'est important qu'un prix se vende, parce que c'est aussi une manière, d'une part, de faire fonctionner le secteur, et d'autre part, que les libraires aient confiance dans le prix. Oui, bien sûr, les Goncourt ont une marque à défendre. Par ailleurs, quand vous dites il ne s'était vendu qu'entre 6 et 15 000 exemplaires, nous sommes désormais dans un secteur où 15 000 exemplaires, c'est du sérieux. On parle d'un best-seller. Je suis d'accord, mais vous prenez Triste Tigre, et enfin, je ne veux pas revenir là-dessus, c'est intéressant, mais l'Anomalie, qui est le record des dernières années, il était à 15 000 exemplaires au moment où il a reçu le prix, c'est passé à 1 million. Donc, et vous avez, même si c'est un secteur difficile, l'édition littéraire, vous avez plus de livres. Le livre de Sorge Chalandon est déjà à 70 000 exemplaires. Il n'était pas dans la première liste. Je sais, mais liste. il aurait pu. Neige Sino était à peu près au même niveau. Donc, je crois que ces histoires ça joue, mais ce n'est pas capital. Raphaël Léris, malgré tout, ça signe donc un ouvrage qui est un ouvrage apprécié par le public, qui n'est pas un ouvrage difficile et qui, par conséquent, on peut imaginer qu'il aura une grande carrière.
qu'il aura une grande carrière, une large audience, que je pense que les Goncourt sont très heureux de récompenser une maison d'édition indépendante, pour marquer aussi leur indépendance face aux Face à grandes qui, maisons par d'édition. exemple? Il a été souligné de manière un peu perfide qu'il y avait 8 titres du groupe Madrigal dans la première sélection, donc qui comptait 15 textes. Alors là, il C'était un faut peu- faire de l'explication de Alors, texte. Madrigal, qu'est-ce que c'est? C'est le groupe Gallimard, pour aller vite. Donc, il y a Flammarion, POL, les éditions de Minuit, qui le comptent. Donc, il ne s'agit pas du tout de dire c'est une manière de Dites-moi ce qu'il ne faut pas dire, je vais essayer de le dire, moi. Non, pas du tout, mais je pense que ça leur fait plaisir aussi, à la fois de récompenser un texte qu'ils aiment et en même temps de marquer qu'ils peuvent faire autre chose que ce dont on les Alors accuse. attendez, parce que moi je vais dire ce qui se murmure dans le milieu. Alors d'un côté, l'Iconoclaste est une petite, je mets ça entre guillemets, maison d'édition. Je le mets entre... Petite parce que c'est une vingtaine de livres par an, donc c'est pas... Mais bon, il y a voyez, quand même pas des un certain cavalcades nombre de livres. de salariés, mais de l'autre, alors évidemment, les commentaires perfides de vos concurrents, Laurent Beccaria, disent que derrière vous, il y a Editis, et il faut nous expliquer pourquoi ils disent ça. Parce qu'ils sont actionnaires minoritaires et qui nous distribuent. Mais Editis a vraiment, alors là, est complètement en dehors de toute cette histoire de prix, puisque en fait, pour l'influence que l'on prête aux maisons d'édition, et ce sont les jurys de prix littéraires, ce sont des romanciers et des romancières. Et les romancières, c'est pas des journalistes et ce ne sont pas des libraires, pour prendre, ni des lecteurs. Et donc, et ce sont des positions acquises. Vous êtes élu à un jury, puis et vous restez des années. Et donc, on a l'impression que les maisons d'édition, c'est comme une casaque bleue, casaque verte, etc. Vous appartenez, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais qui contribue à votre influence. Et là-dedans, il n'y a aucun membre du jury Goncourt qui est lié à Editis. Ils sont liés, en fait, soit à Hachette, soit à Grasset. Hein, soit à vous nous le promettez Madrigal. ou pas? Vous voulez pas le promettre? Ah bah, je vous promets à fond. On va en reparler vraiment dans une vingtaine de minutes. Vous avez je vais vous aucun, cuisiner à nouveau. vous pouvez me cuisiner, tout à l'heure. même sous la torture, vous aurez rien, Non. parce que c'est la vérité. Je vais vous faire boire du café. En revanche, ça sera à peu près la même chose. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Laurent Beccaria, directeur des Arènes et de l'Iconoclaste. Vous avez donc obtenu le prix Goncourt cette année avec Jean-Baptiste André à veiller sur elle chez l'Iconoclaste. Raphaël Léris, journaliste au Monde. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La littérature, c'est aussi un secteur économique, le secteur des maisons d'édition. Et on dit souvent que la différence entre une maison d'édition et le mur des lamentations, c'est que dans une maison d'édition, il y a 4 murs. Laurent Beccaria, vous êtes éditeur, directeur des Arènes et de l'Iconoclaste. Raphaël Léris, journaliste au Monde des livres. C'est vrai que les éditeurs se plaignent souvent, Raphaël Léris. Ils se plaignent souvent. Alors, ils s'étaient un petit peu moins plaints en 2020-2021 puisque la littérature a été en partie une gagnante du Covid, puisque comme on ne pouvait plus faire grand-chose d'autre, sortir de chez soi, on a redécouvert le bonheur de la lecture. 2022 a été un retour à une situation antérieure, un tout petit peu améliorée si je me fie aux chiffres. Néanmoins, une des raisons de la plainte, c'est aussi que ce que ne montrent pas les chiffres qui disent stabilité des ventes, c'est que ce qui se vend beaucoup se vend beaucoup et le reste ne se vend pas du tout. Voilà, c'est-à-dire que ce qui se vend beaucoup n'est pas de la littérature généralement. On a des best-sellers qui sont de vrais best-sellers et derrière, il est de plus en plus difficile d'avoir des tirages conséquents. Voilà, des tirages conséquents ou même des tirages raisonnables entre 5 et 10 000 Voilà, ventes. Donnez-nous des ordres de grandeur, Raphaël Léris. Entre 5 et 10 000 ventes, c'est un livre qui se vend bien, c'est un livre qui rapporte de l'argent en partie à son auteur, à sa maison d'édition. Qui rapporte de l'argent, mais qui, bien souvent, est insuffisant pour que celui-ci en vive. Qui est insuffisant pour que celui-ci en vive. Après, alors, je ne sais pas à quel point il est nécessaire absolument que tout le monde se consacre à son œuvre. Tout le monde, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, les personnes qui ont choisi de faire de la littérature, ce serait bien qu'ils puissent au moins en vivre en partie. Oui, ça serait bien. En tout cas, entre 5 et 10 000, on peut commencer à envisager un système d'existence qui tourne autour de la littérature avec des
des temps pas pleins à côté, avec des missions, etc. Mais disons que ces 5 à 10 000 ventes qui étaient vraiment le cœur battant de la littérature ont largement disparu. En tout cas, entre 5 et 10 000 maintenant, c'est un livre qui se vend extrêmement bien. Et oui, Enfin, parce que très bien. Laurent Beccaria, j'ai regardé donc le CV de Jean-Baptiste Andréa et je me suis rendu compte que donc, ce garçon qui a obtenu le prix Goncourt pour Veiller sur elle, livre édité par l'Iconoclaste, maison d'édition que vous dirigez, eh bien, Jean-Baptiste Andréa n'est pas seulement écrivain, par exemple, il est réalisateur, il est scénariste. Il a été réalisateur et scénariste pendant 20 ans et il raconte que à 47 ans, il a décidé de quitter cet univers et de se consacrer à sa passion, enfin son rêve d'enfant qui était d'être écrivain. Donc pendant quelques mois, il avait un peu d'argent de côté, il a écrit, Voilà. son premier livre et depuis, il ne vit que de ses revenus de droits d'auteur. Alors, Mais c'est un peu atypique. Qui j'imagine seront conséquents du fait. Là, je pense qu'il a quelques années devant lui du fait du Goncourt, mais c'est quand même une drôle d'économie parce que la personne la plus importante, vous allez peut-être pas apprécier ce que je vais dire, Laurent Beccaria, mais la personne la plus importante, autrement dit l'auteur, est bien souvent quelqu'un qui a peu de revenus, voire pas du tout de revenus dans les ventes de son livre, parce que bien souvent un livre, on a parlé donc de tirage de 5 à 10 000, de ventes de 5 à 10 000, mais bien souvent un livre, ça peut se vendre à 500, 700 exemplaires. Alors, il y a trois éléments dans ce qu'on appelle la vie d'un livre ou la chaîne du livre. Il y a l'autrice ou l'auteur, l'éditeur et le libraire, pour prendre clairement. Un auteur ou une autrice met des mois, des années pour écrire, pour faire une œuvre. Comme vous êtes dessinateur de bande dessinée, c'est au minimum 1 an. Et que la littérature, personne n'écrit sur un coin. Des gens arrivent à sortir un livre en 15 jours, mais la plupart du temps, il faut beaucoup de temps. Et dans une vie d'auteur, peut-être qu'on va publier 10, 15 livres dans une vie. Et imaginez de pouvoir vivre uniquement de ses droits d'auteur à son taux horaire. C'est vraiment qu'une poignée de gens qui pourraient y arriver. Même si on donnait 100% des droits sur la vente d'un livre à l'auteur, il faudrait qu'il se vende quand même à beaucoup d'exemplaires pour ne serait-ce que faire un SMIC ou un peu plus qu'un SMIC par an. Donc, on voit bien que l'économie de la création est une économie difficile, extrêmement difficile. Donc, pour ça, il faut des bourses. Pour ça, il faut des éditeurs qui croient en eux suffisamment longtemps et qui parfois, pendant des années, sont à perte en fait sur leurs livres. Après, vous avez l'éditeur. L'éditeur, c'est quelques dizaines, quelques centaines On peut de donner livres des par an. chiffres. Un auteur, il gagne combien sur un livre en pourcentage? Il gagne entre 10 et 15%. 10, alors les auteurs les plus, c'est 20% sur le... Alors là, il faut vraiment être un gros auteur. On disait que Jean d'Ormesson, c'était Voilà. ses chiffres de droit d'auteur. Mais c'était Jean d'Ormesson. Donc ça veut dire, Voilà. 1,50 €, 3 En euros. général, c'est ça, c'est une échelle qui fait 10, 12, 14, 10% jusqu'à 10 000, 12% jusqu'à 20 000, 14% au-delà. Et pour les auteurs un peu plus confirmés, c'est entre 14 et 16. Voilà à peu près les droits d'auteur. Donc, et puis ensuite, la maison d'édition. Un livre, il faut le fabriquer, il faut le corriger, il faut le fabriquer, il faut le promouvoir, il faut des gens qui aillent voir les libraires pour leur en parler. Tout ça, ce sont des gens qui ont des salaires, il y a des loyers, etc. bien sûr. Donc ça représente à peu près 20% sur le prix de vente du livre. Et ensuite, il y a l'imprimeur. Il a des machines, de l'encre, du papier, et ça coûte de l'argent. Et donc, ça fait à peu près 17%. Vous voyez, à peu près le camembert. Et on arrive à 50% pour cette partie-là. Et puis après, vous avez le distributeur, c'est-à-dire les gens qui ont d'énormes entrepôts et qui fait que vous pouvez commander un livre et 15 jours, 2 jours après, 15 jours après, quand c'est des livres très anciens, vous voyez arriver comme par magie le livre chez vous. C'est des myriades de camions, de gens qui manipulent, etc. Et donc ça, c'est une dizaine de pourcents. Et puis vous avez le libraire. Les très gros libraires ont des marges de 42-43%. Les tout petits libraires de 32-35%, ça dépend de la taille. Et donc on pourrait dire mais c'est eux qui ont la part la plus grosse dans ce gâteau théorique. Mais eux, ils ont des loyers, ils ont des gens il faut toute la journée, il faut manipuler. C'est des camions et des camions qui arrivent tous les jours avec des caisses de livres. Il faut avoir été libraire un jour pour savoir que c'est un métier incroyablement physique, c'est un métier hyper compliqué. Les gens vous demandent des références énormes, etc. Donc en fait, toute cette économie-là fait que chacun voit les choses de sa manière, de son point de vue. Les marges de la librairie sont parmi les plus faibles de tout le commerce. Les marges de l'éditeur
sont des marges plutôt stable. Et c'est pour ça que les financiers s'y intéressent. C'est parce que c'est stable. C'est pas génial en termes, c'est pas la rentabilité des startups, de la technologie et tout, mais c'est stable. Et en revanche, les marges de l'auteur et de l'autrice, elles sont tellement variables. Ça peut être de 0, de moins, je ne sais combien, s'il a passé des années à écrire son livre, à plusieurs centaines de milliers d'euros si c'est un auteur, une autrice à succès. Et alors, Raphaël Léris, une journaliste comme vous, qui est une journaliste importante au monde des livres, elle reçoit énormément de livres, vous êtes enseveli sous les bouquins en permanence, et donc c'est une sorte de jeu de la roulette, où chaque éditeur, chaque auteur essaye de tenter sa chance, mais au fond, on se rend compte que parmi cette masse de livres, il y en a en réalité très peu qui va passer le stade de l'anonymat pour accéder au rang, non pas forcément de best-seller, mais de livre qui va être un peu remarqué. Alors nous sommes heureusement pas tout seuls avec notre tonneau de Danaïde quotidien, des quelques 20 livres à peu près qui m'arrivent chaque jour au journal, puisqu'on discute avec les éditeurs, on discute avec les attachés de presse, le moins possible avec les auteurs. D'ailleurs, si je peux donner un conseil aux auteurs, c'est de pas parler aux journalistes en amont. Et on a une relation de confiance. C'est pas du tout dans leur intérêt de nous parler de textes qui ont leur qui ont tout à fait leur place sur le marché éditorial, mais qui n'appellent pas un discours critique, qui ne sont pas du ressort du monde des livres. Ça existe. Donc on fait ce qu'on peut avec le plus de loyauté possible à l'égard des textes de nos lecteurs, puisque nous, c'est d'abord aux lecteurs du journal que nous avons des comptes à rendre, en ayant beaucoup de culpabilité. Voilà, c'est le principal ressort. Mais Laurent Beccaria. L'éditeur reçoit des centaines de manuscrits par jour. C'est-à-dire, Raphaël reçoit 20 livres par jour, mais nous je crois qu'à l'Iconoclaste, hier, c'était une journée particulière, je crois qu'il y a eu 350 manuscrits qui sont arrivés. Et alors, qu'est-ce que vous allez en faire, Laurent Beccaria ? Quand les gens ont entendu que le prix Goncourt avait été refusé par 10 maisons d'édition au départ, ils se sont dit, mais c'est la maison sur lesquelles il faut aller. Donc, les éditeurs ont une armada de lecteurs qui ouvrent le manuscrit, qui regardent. Et ça a été complètement dopé par tout simplement le traitement de texte. Je sais que Jean Paulhan, qui était directeur littéraire de Gallimard dans les années 50, avait proposé à Gaston Gallimard un jour de dire il faudrait qu'on publie un livre des refusés de chez Gallimard en mettant tous les livres qu'on a refusés dans l'année dans une espèce de gros volume. Mais aujourd'hui, ce serait pas un volume, on remplirait un stade avec tous les manuscrits qui arrivent. Donc en fait, c'est pour ça que vu de celui ou celle qui a pendant des mois peaufiné son texte, qu'il a envoyé à 22 maisons d'édition et qui se retrouve sans rien, il a l'impression que c'est absolument catastrophique. Et il y a peut-être des très bons textes qui passent entre les mailles du filet. Et dans ce système, il y a aussi des mauvais livres qui sont édités pour de mauvaises raisons. Mais j'ai lu, Laurent Beccaria, un article dans The Economist. Alors, ça valait pour l'édition anglo-saxonne, mais j'imagine que ça doit valoir à peu près pour l'édition française, qui disait, grosso modo, un livre, ça coûte environ 20 000 euros à produire, fabriquer, etc. Donc, c'est une somme conséquente, mais pas si importante que ça pour une entreprise. On le fabrique et finalement, on voit si ça marche ou pas. Si ça marche, comme on peut le souhaiter pour le prix Goncourt Jean-Baptiste Andréa avec Veiller sur elle, vous allez gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus que 20 000 euros. Si ça marche pas, vous perdez 20 000 euros. Alors, le calcul, c'est un calcul, je suis désolé, mais de The Economist, c'est complètement faux. Parce que vous avez 20 000 euros, c'est pour fabriquer le livre. Oui, c'est 20 000 euros pour payer l'imprimeur, le papier, etc. Mais en fait, pour ce livre-là, il y a tous les gens dont je vous parlais. Les représentants, les attachés de presse qui vont parler aux journalistes, les gens qui vont en parler sur le numérique, etc. Et ces gens, il faut qu'ils vivent, ils ont un salaire, etc. Et donc, en fait, ça coûte. Et puis, les auteurs, certains n'ont pas d'avance, mais certains qui ont travaillé beaucoup, qui ont déjà un public, demandent une avance importante. Donc, c'est beaucoup plus que 20 000 euros. C'est un métier de risque. Et c'est ça aussi qui est absolument passionnant dans ce métier, c'est qu'on passe son temps à faire des paris. Les arènes sur une année, c'est entre un tiers et 50% de premiers auteurs ou de premiers livres traduits en français. Un commentaire, Raphaël Léris, sur ce que vient de dire Laurent Beccaria ?
Je ne sais pas à quel point tout le monde est aussi, toutes les maisons sont aussi attentives à chacun des textes, ils investissent autant que Oui, parce vous. qu'on a souvent l'impression, du fait de cette économie, qui est une économie de plus en plus précaire pour l'édition, que beaucoup de textes, Raphaël Léris, ne sont pas édités. C'est-à-dire, on a l'impression que malheureusement, beaucoup d'éditeurs se sont transformés un peu en photocopieurs. Alors, je ne dirais pas ça, mais l'effet de la Non, c'est moi qui l'ai dit. la réduction des coûts, on la voit sur la correction des textes. C'est pas tellement une question d'être édité qu'une question d'être correctement relu et corrigé. Et ça, je trouve que c'est une insulte faite au lecteur. Non, mais pas seulement des qui est questions de terrible. correction lexicale ou orthographique. Il y a effectivement des coquilles, mais aussi le fait, bien souvent, on prend un livre et on se dit, mais ce livre n'a pas dû être travaillé. On n'a pas dit à l'auteur que tel passage était obscur, que telle entrée en matière était ni faite ni à faire. Quand on dit ça à un éditeur, ça arrive, généralement ils nous répondent je peux arriver jusqu'à un certain stade à retravailler avec les auteurs, et il y a un moment donné où je sais que ça va poser un problème dans notre relation. Laurent Beccaria. C'est tellement, il y a tellement varié. Moi, je sais que le premier livre que j'ai publié en tant qu'éditeur, je crois que j'ai mis... c'était un livre de Laurence Lacour sur l'affaire Villemain, qui était une journaliste qui a travaillé sur cette affaire. Elle a mis 5 ans à l'écrire, et pendant les 2 ou 3 dernières années, une journée par semaine, je partais la rejoindre et passer la journée à travailler avec elle. Vous faites ça avec les 350 Eh manuscrits que vous avez reçus hier. Parce que moi, je rêve une fois que vous l'avez fait. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'un éditeur peut vraiment publier 7 à 10 livres par an en faisant vraiment son travail. Alors, c'est sûr qu'il y a des maisons d'édition qui ont pas ce ratio. Mais quand on travaille bien, c'est payant. Et nous, on l'a prouvé. On est parti seul, avec rien, 8 000 € en poche. Et maintenant, on est 70. Donc, parce que ce travail patient de faire peu et bien, ça marche aussi. Raphaël Léris, alors on l'a dit, l'intérêt de l'édition sur le plan économique, c'est que les rentabilités sont faibles, mais bien souvent certaines, il y a une forme de régularité, surtout que là on a parlé de l'édition littéraire, mais il y a aussi d'autres formes d'édition, il y a les scolaires, il y a la vie pratique, il y a les livres de cuisine, bref, tout ceci constitue finalement des sommes importantes, et j'ai cru comprendre qu'il y avait des mouvements capitalistiques dans l'édition. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'édition, Raphaël Léris? Alors, bien malin celui qui peut décrire ça clairement. Alors, je vais néanmoins m'y c'est votre essayer. rôle. Les deux groupes, les 2 premiers groupes de l'édition, qui sont Hachette et Editis, sont en train de changer d'actionnaire. Vivendi, qui détenait Editis, est en train de racheter racheté Hachette, voilà, et donc a dû revendre Editis qui a été racheté par le groupe détenu par Daniel Kretinsky, qui lui-même est actionnaire à hauteur de 25% de la Fnac. Voilà, donc ce sont des maisons pour Hachette parmi les plus centrales de la vie littéraire française. Par exemple. Stock, Grasset, Lattès, et donc hier on a appris, coup de théâtre, que le nouveau patron d'Hachette Livre serait ce génie de la stratégie éditoriale qu'on connaît bien, qui est Arnaud Lagardère. C'est-à-dire, expliquez-nous, parce que nous, on le Arnaud connaît Lagardère. Arnaud Lagardère. Alors, Arnaud Lagardère, qui a hérité il y a 20 ans d'un empire massif, et qui a revendu une petite peau de chagrin de quelques journaux et des maisons d'édition qui étaient donc quand même le trésor de guerre de son père, Jean-Luc Lagardère, qui était Même le 3e éditeur mondial. Donc voilà, 3e éditeur mondial. Et donc Arnaud Lagardère qui s'est retrouvé à vendre ce qui lui restait à Vincent Bolloré, qui a eu des pratiques contestables, en tout cas, qui a fait des nominations dans les médias qui ont pu faire soulever quelques sourcils et se lever quelques piquets de grève. Eh bien, hier soir, on ne sache pas qu'il est passionné par la littérature, il a été nommé à la tête d'Hachette Livre, qui a un poste énorme. Et cette nomination, elle est, je ne sais pas quel verbe employer, mais il y a un nom qui revient souvent, celui de l'actionnaire, celui de Bolloré dans Hachette Livre, et ça aussi, ça crée un certain émoi, Raphaël Léris. Voilà, Vincent Bolloré, donc, qui était l'actionnaire principal d'Editis, Editis qui a perdu la moitié de sa valeur en 4 ans, entre le moment où il était racheté par Vivendi et le moment où il était revendu. Mais donc Vincent Bolloré, donc qui a démontré qu'il avait des visées politiques et idéologiques sur beaucoup de choses. Alors on ne sait pas si ça va s'appliquer à l'édition, parce que chez Editis, ça s'est vu seulement au cours de les 2 dernières années autour de la maison Plomb. Pour le reste, il y a eu un maintien des maisons
traditionnellement On de dit gauche. qu'il y a eu des pressions. Des pressions. Oui, on dit qu'il y a eu des pressions. Oui, mais Ces il y a pressions, aussi des elles ont été censures internes. documentées. Apparemment, Nicolas Sarkozy joue un rôle important Ah, ça, chez chez Hachette. Hachette. Il y aurait eu un certain nombre de coups de fil, directs ou indirects, pour dire que tel livre ne plaisait pas à Nicolas Sarkozy. Cela a été documenté, par exemple, par Le Monde. Voilà, que Sophie de Closet, qui était la patronne de Fayard, maison qui allait très très bien, devait partir. Et donc, elle dirige Flammarion. Et elle a été remplacée par Isabelle Savorta, qui publie désormais Nicolas Sarkozy. Laurent Beccaria. Alors vous êtes distribué par Editis. Oui, deux choses. Les bouleversements en cours est évidemment énorme. Vous prenez n'importe quel métier, quand vous avez le numéro 1 et le numéro 2 qui sont rachetés, et en plus, le numéro 2 qui est un financier qui arrive, qui achète le numéro 2 et qui après rachète le numéro 1 et revend le numéro 2, tout ça, c'est quand même des bouleversements dans l'écosystème qui est énorme. Après, il y a évidemment aussi la question très particulière de Vincent Bolloré, parce qu'on a vu ce qu'il a fait dans les médias, et il y a eu cette histoire sur plomb, avec la nomination de l'ancienne éditrice de Zemmour, etc. Voilà, tout ça. Donc avec une direction bicéphale qui n'a pas du tout bien fonctionné. Moi, je vais vous dire mon expérience. J'ai été jeune éditeur dans le groupe chez Plomb, qui à l'époque, il y avait d'autres actionnaires. Et après, j'ai été chez Stock, qui était dirigé par Claude Durand, qui dirigeait Fayard et Stock. Dans ces deux maisons, j'ai dû quitter ces deux maisons parce qu'il y a eu intervention contre les livres que je publiais. Lesquels ? J'ai publié un livre de Denis Robert qui s'appelait Pendant les affaires continuent, sur les affaires politico-financières, et le patron de l'époque de Plomb a reçu un appel du ministre de l'Industrie qu'il connaissait. Qui s'appelait comment à l'époque ? Donc c'était Gérard Longuet, qui a appelé Olivier Orban et lui a dit ce livre était un tissu d'horreur, etc. Je ferai un procès, et donc le livre qui partait à la fabrication, qui avait été vu par des avocats, a été arrêté par Olivier Orban. J'ai quitté la maison d'édition avec ce livre pour aller chez Stock. Et le premier contrat que j'ai signé chez Stock, c'était une enquête sur la mort de Michel Barouin, l'ancien patron de la GNF, qui est tombé sur... Et l'enquête en gigogne est arrivée sur les relations entre l'Iran et la France sur le plan nucléaire. Et là, on a vu arriver Lagardère autour, et le livre a été arrêté par Claude Durand pour des raisons extra-éditoriales. J'ai quitté ça pour aller créer ma maison d'édition. Donc c'est une vieille histoire, les pressions sur les maisons d'édition. Quand j'étais chez Hachette, c'était tout ce qui concernait la mairie de Paris, il fallait faire attention, remonter ça à Jean-Luc Lagardère. Donc en fait, il n'y a pas eu une époque idéale où il n'y a jamais eu de pression. En revanche, il est évident que Vincent Bolloré et Nicolas Sarkozy, quand on voit son activisme chez Hachette, c'est terrible. On parle du remplacement potentiel depuis des mois d'Olivier Norin, qui est un des plus grands éditeurs français, qui dirige Grasset, pour des raisons qui va être de la vindicte personnelle, pas du tout de sa qualité professionnelle. Et alors, l'autre singularité, Raphaël Léris, dans ce paysage-là, c'est que donc ces deux groupes ou ces deux individus, c'est-à-dire Vincent Bolloré d'un côté, Daniel Kretinsky de l'autre, sont à la fois dans le secteur de l'édition, on l'a expliqué, dans le secteur de la distribution aussi, puisque Hachette, ce sont les magasins relais qu'on trouve dans les gares, dans les aéroports, et Daniel Kretinsky est également dans la Fnac, ce qui pourrait supposer un certain nombre de mouvements de concentration avec une personne présente à différents niveaux de la chaîne du livre. Alors là-dessus, je crois qu'il a été édicté que tant qu'il restait en dessous de 30% d'actionnariat de la Fnac, d'Arty, il pouvait rester à la tête d'Editis. Alors je me tourne vers mon confrère qui a sans doute mon camarade qui a plus de points de vue là-dessus que moi. Sur le plan factuel, cela signifie là aussi qu'il peut y avoir des stratégies qui sont des stratégies de distribution, Laurent Beccaria, puisque vous êtes tributaire évidemment de ces grands réseaux qui constituent une part importante de vos ventes. Oui, mais il est sûr que si la Fnac se mettait à distribuer en priorité les livres d'Editis, ça serait impossible. Moi, je prends un Relais, par exemple, qui est vraiment un actionnaire qui est détenu depuis l'origine. C'est Louis Hachette qui avait fait un accord avec la SNCF, donc enfin les agences de chemin de fer. Donc oui, c'est très très vieux. Relais, tout le monde a été dans la gare, chez un Relais. Eh bien, moi, j'ai toujours eu accès
à Relais. Et j'étais pas chez Hachette. Et à un moment donné, Hachette a été actionnaire de notre groupe et on a été notre distributeur. On n'était pas privilégié par rapport aux autres. Dernier élément. C'est des commerçants, hein. Dernier élément pour continuer à brosser le tableau. Du côté donc de Vincent Bolloré comme de Daniel Kretinsky, il y a des différents titres de presse et là certains éditeurs se plaignent de ne pas avoir, vous faites non de la tête mais je vais aller jusqu'au bout de ma question, se plaignent de ne pas voir leurs livres évoqués dans les titres par exemple de Vincent Bolloré. Alors, cette histoire, c'est le rêve de tout capitaine d'industrie d'avoir un journal, une radio, une télé, des maisons d'édition et que ça soit circulaire. Time Warner a essayé aux États-Unis, à la grande époque d'Hachette, quand Europe était numéro 1 des radios, etc. Ils ont essayé de faire des choses et ça n'a jamais marché. Alors, je peux vous dire que si demain, il y a des livres qui vont être publiés donc par Hachette, qui peuvent avoir le journal du dimanche et Europe 1 et CNews, mais c'est pas ça qui va les faire vendre, je peux vous dire, et ça va leur fermer les autres portes. Non, mais ça n'a jamais marché. L'oubli n'est pas aussi une bonne manière de vendre. Raphaël Léris, peut-être un mot là-dessus. Ça n'est pas tant qu'on ne parlera pas des livres des autres maisons, qu'on privilégiera les livres des groupes. Mais ça chez Hachette, c'est une vieille histoire. Enfin, je me souviens très bien de la manière dont, enfin, depuis très longtemps, Paris Match publie les gens de chez Grasset, promeut les gens de chez Grasset. C'est une vieille affaire. Merci à tous les deux. Raphaël Léris, journaliste au Monde des Livres, Laurent Beccaria, directeur des Arènes et de l'Iconoclaste. On se retrouve dans quelques secondes pour le point sur l'actualité.